En 2008, l'industrie des jets privés a frôlé l'effondrement. Les entreprises annulaient leurs commandes. Les cadres se rendaient à leurs réunions en voiture parce que descendre d'un Gulfstream en pleine récession aurait été synonyme de catastrophe médiatique. Des membres du Congrès américain ont conseillé publiquement au PDG de l'automobile de vendre leurs jets avant même d'oser demander une aide fédérale. Et puis, discrètement, presque silencieusement, l'industrie a repris du service. Plus forte que jamais, plus grande que jamais, plus exclusive que jamais. Aujourd'hui, le nombre de jets privés en vol n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'aviation. Et l'écart entre le point d'entrée et le sommet absolu est bien plus vertigineux qu'on ne l'imagine. Certains paient 500 € pour leur siège. D'autres dépensent 75 millions de dollars pour posséder l'avion. Même tarmac, même ciel. Réalité radicalement différente. Voici les 7 niveaux 1. Les vols à vide et l'aviation semi-privée. C'est là que commence la grande majorité des gens. Et c'est conçu souvent, sans que personne ne l'admette, pour donner l'illusion d'avoir atteint quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment atteint. Un vol à vide est un vol de repositionnement. Un avion doit rejoindre son prochain client quelque part. Plutôt que de voler vide, l'opérateur vend des places à prix réduit, parfois jusqu'à 80 ou 90% moins cher que le prix normal. Sur une liaison Paris-Nice ou Londres-Ibiza, vous pouvez embarquer pour 800 à 2000 €. Terminal privé, pas de file d'attente, pas de contrôle de sécurité interminable, pas de siège du milieu à côté de quelqu'un qui a sorti un sandwich au thon. L'expérience est réelle. La flexibilité, elle, n'existe pas. Le vol part quand il part. Il va où il va. Vous n'avez aucun mot à dire sur l'un ou l'autre. Des opérateurs comme GSX, Xos ou Jet Suite X ont industrialisé ce modèle. Des avions de 30 places maximum. Des terminaux dédiés loin des halls commerciaux. Des configurations entièrement en classe affaires. Des tarifs entre 300 et 1500 € par vol sur des routes fixes. L'embarquement prend 10 minutes. L'expérience est incroyablement meilleure que l'aviation commerciale. Et sur Instagram, le résultat est identique à ce que vous verriez si vous aviez affrété un jet privé complet. Qui vole à ce niveau ? Le fondateur de start-up qui vient de boucler un premier tour de table et veut publier la photo du terminal privé. L'agent immobilier de luxe qui a besoin d'une arrivée impressionnante pour finaliser une vente. Le cadre supérieur qui voyage aux frais d'une entreprise qui n'a pas encore validé le niveau suivant. Ils passent tous la porte d'un terminal privé pour la première fois et pensent la même chose. Voilà, c'est ça, c'est la vie. Et puis ils réalisent que le vol n'attend pas, que la destination est fixée et que la prochaine fois qu'ils auront besoin d'aller quelque part en urgence, ce modèle ne fonctionnera pas. Parce que la vraie promesse de l'aviation privée n'est pas le confort, c'est le contrôle total sur le temps. Et le contrôle total sur le temps commence exactement au niveau suivant. Niveau 2. L'affrètement de jets légers. C'est ici que l'aviation privée commence vraiment. Pas l'aviation privée telle qu'elle est fantasmée sur les réseaux sociaux. L'aviation privée telle qu'elle fonctionne réellement comme un outil. Vous choisissez l'heure du départ. Vous choisissez l'aéroport. L'avion vous attend, pas l'inverse. Si votre réunion se prolonge, vous appelez. Le départ est décalé. Personne ne referme une porte d'embarquement devant vous. Personne ne vous demande d'éteindre votre téléphone pendant que vous finissez de négocier un contrat. Le Honda Jet Elite 2. Le Phenom 300, le Citation CG3, 6 à 8 passagers. Autonomie entre 2500 et 3500 km. Ce sont des avions élégants, efficaces, conçus pour des distances moyennes, avec un équipage minimal et des coûts opérationnels raisonnables. Raisonnable étant un terme relatif qu'on redéfinira rapidement en montant les niveaux. Coût d'affrètement entre 3500 et 7000 € de l'heure. Un aller-retour Paris-Madrid entre 18 000 et 28 000 €, tout compris. C'est ici que quelqu'un fait le calcul pour la première fois et présente le résultat à son directeur financier. 4 associés qui doivent être à Genève demain matin pour un closing. 4 billets d'avion en dernière minute en première classe, plus l'hôtel si le vol commercial du soir est plein, plus le temps perdu en correspondance, plus la fatigue d'arrivée qui affecte la qualité de la négociation du lendemain. Le directeur financier regarde la feuille de calcul pendant un long moment, et il finit par signer. Pas systématiquement, pas encore. Mais l'idée est plantée. Ce qui se passe à ce niveau, c'est une transformation de la perception. L'aviation privée cesse d'être un luxe incompréhensible et commence à ressembler à quelque chose qu'on pourrait justifier. Pas souvent. Pas pour n'importe quel déplacement, mais pour les situations précises où le temps vaut plus que l'argent dépensé, le calcul commence à pencher dans le bon sens. Et ce glissement de perception est exactement ce qui tire les gens vers le niveau suivant. Niveau 3. Les jets de taille moyenne et super moyenne. C'est ici que l'aviation privée cesse d'être une solution de rechange et devient une infrastructure. Pas un outil qu'on utilise occasionnellement quand le calendrier l'exige. Un système permanent autour duquel on organise la façon de travailler. Le Citation Longitude, le Challenger 350, le Praetor 600.
8 à 10 passagers. Autonomie de 5000 à 7000 km. Cabine pressurisée où l'on peut se tenir debout. Lavabos fermés. Espace suffisant pour tenir une réunion, dîner correctement ou dormir à plat sur un vol transatlantique vers l'Est. New York à Paris sans escale. Londres à Dubaï sans correspondance. Ce n'est plus un taxi avec des ailes, c'est un bureau avec une piste. Le Challenger 350 est probablement le point d'équilibre le plus parfait de toute l'industrie. Assez de rayons d'action, assez de cabines. Coût d'exploitation qui reste dans un registre où le calcul économique reste tenable pour une entreprise sérieuse. Coût d'affrètement entre 6 000 et 10 000 euros de l'heure. Possession fractionnée via des programmes comme NetJet ou FlexJet. Autour de 300 000 à 600 000 euros pour 50 heures annuelles selon les configurations. Qui est ici ? Le Family Office, qui a réalisé qu'affréter 150 heures par an coûtait déjà plus cher qu'une part fractionnée avec disponibilité garantie. Le PDG d'une entreprise de taille intermédiaire, dont l'agenda couvre 3 pays par semaine et dont le temps de déplacement en commercial représente une inefficacité quantifiable dans les résultats trimestriels. La start-up en hypercroissance qui vient d'entrer en bourse et dont les fondateurs voyagent maintenant assez pour que le conseil d'administration considère que l'aviation privée est une décision de gestion du risque, pas de confort personnel. Ces gens vous diront tous la même chose si vous leur posez la question directement. Ils ne sont pas passés à l'aviation privée parce qu'ils voulaient du luxe. Ils sont passés parce que le temps perdu leur coûtait plus cher que l'avion. La productivité d'une heure de vol en jet privé, sans interruption, sans bruit de fond, avec une connexion stable et des collaborateurs autour de la table, n'est pas comparable à une heure coincée dans un siège de première classe à 30 000 pieds avec un écran de divertissement défaillant. C'est au niveau 3 que l'aviation privée quitte définitivement le registre du statut social pour entrer dans celui de la décision opérationnelle. Et à partir de là, la logique n'est plus la même. Niveau 4. Les jets lourds. Il y a un moment dans l'évolution de quelqu'un au sein de l'aviation privée où la destination devient secondaire. Pas sans importance, secondaire. Parce que ce qu'il se passe à bord commence à avoir autant de valeur que ce qui se passe après l'atterrissage. Le Challenger 650. Le Gulfstream G280. Le Legacy 650. 12 à 16 passagers. Autonomie de 6500 à 8000 km. Ce sont des avions où l'architecture intérieure est une décision stratégique. Plusieurs zones de cabine séparées acoustiquement. Galets complète où un chef de cabine prépare de vrais repas. Configuration de sommeil. Système de divertissement. Salle de réunion aménagée avec écran, connexion satellite, surface de travail. L'avion n'est plus en compétition avec la première classe commerciale. Il est en compétition avec une suite d'hôtels. 5 étoiles et il gagne. Coût d'affrètement entre 9 000 et 15 000 euros de l'heure. Coût annuel de possession incluant équipage, maintenance, assurance, stationnement, entre 3 et 5 millions d'euros pour un appareil de ce segment. Ce ne sont plus des chiffres qu'on justifie avec une feuille de calcul. Ce sont des chiffres qu'on intègre dans une organisation parce que l'appareil est devenu un actif opérationnel à part entière. En dessous de ce niveau, on vole en privé parce que ça fait gagner du temps. À ce niveau, on vole en privé parce que l'expérience elle-même a une valeur intrinsèque. Le conseil d'administration qui se tient dans un Challenger 650 entre Genève et New York n'est pas en déplacement, il est en session. Les décisions prises à 40 000 pieds sont des décisions qui auraient nécessité 2 jours de réunion autrement. Qui vit ici ? Le managing partner d'un fonds de private equity qui vole 200 heures par an et dont la part fractionnée est réservée comme n'importe quelle salle de réunion par son assistante. Les familles qui traversent l'Atlantique avec des enfants qui dorment dans une zone de cabine séparée pendant que les parents dînent 2 rangées plus loin. Les équipes de deal qui bouclent une transaction pendant le vol et atterrissent avec les documents signés. Et c'est ici, pour la première fois, que la propriété commence à faire sens financièrement pour les très grands voyageurs. Pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui franchissent les 300 heures annuelles, les calculs se rapprochent dangereusement du point d'équilibre. Et quand ils le franchissent, la conversation suivante a lieu. Celle sur les jets ultra longue portée. Niveau 5, les jets ultra longue portée. Atatürk. À partir d'ici, la distance cesse d'exister. Ce n'est pas une formule rhétorique, c'est une réalité opérationnelle. Le Gulfstream G700. Le Bombardier Global 7500. Le Dato Falcon 8X. Autonomie de 13 000 à 14 800 km. New York à Tokyo sans escale. Londres à Sydney avec un seul arrêt technique si nécessaire, 0 si les vents sont favorables. Paris à Los Angeles directement. Dubaï à Sao Paulo sans correspondance. Point à point. N'importe où sur la planète. En une seule rotation. Ce que ça signifie concrètement. Aucun arrêt technique dans un aéroport intermédiaire pour faire le plein. Aucune correspondance à gérer dans un pays tiers. Aucune formalité douanière dans un aéroport de transit. Aucun décalage dans l'emploi du temps. Le mardi à Singapour. Le jeudi à Londres. Le samedi à New York. Pas un objectif. Un programme. Prix catalogue du Global 7500.
autour de 75 millions de dollars. Le G700 dans les mêmes eaux. Coût d'affrètement entre 12 000 et 18 000 euros de l'heure. Coût annuel de possession, tout compris pour un appareil de ce niveau. Entre 6 et 10 millions d'euros selon l'utilisation. Ce ne sont plus des investissements qu'on compare à des alternatives. Ce sont des décisions de mode de vie qui reflètent une structure de fortune et d'activité pour laquelle les alternatives n'existent simplement pas. La cabine du G700 propose 4 à 5 zones distinctes. Un espace bureau, un salon, une salle à manger, des suites avec literie grand lit, une douche dans les configurations les plus complètes. Le plafond est assez haut pour se tenir debout confortablement sur toute la longueur de l'appareil. Les hublots sont les plus grands jamais installés sur un jet privé. Gulfstream les a conçus spécifiquement pour la sensation de lumière naturelle sur des vols de 16 heures. Qui est ici? Le fondateur Tech, qui a vendu son entreprise pour 10 chiffres et qui structure maintenant sa vie autour d'un G700 de la même façon que d'autres structurent la leur autour d'un appartement. Le Family Office gérant un patrimoine qui rend les 8 millions annuels d'aviation simplement non pertinents dans la conversation budgétaire. L'investisseur qui a des participations actives sur 3 continents et qui a calculé un jour que le coût de son avion représentait une fraction infime de la valeur créée par sa présence physique au moment décisif. À ce niveau, quand l'un de ces appareils se pose sur un tarmac, les gens s'arrêtent pour regarder. Pas parce que les jets privés sont rares, parce que ces appareils ont une présence que les autres n'ont pas. Ils se posent sur une piste de la même façon qu'une S-Class se gare dans un parking, en rendant tout ce qui est autour légèrement moins pertinent. Niveau 6. Les avions de ligne VIP. Et maintenant, quelque chose change fondamentalement dans la nature de ce qu'on appelle encore un avion privé. Le Boeing Business Jet, l'Airbus Corporate Jet, l'ACJ 220, la dernière entrée dans cette catégorie, dérivé de l'Airbus A220, conçu depuis l'origine pour le marché privé et non converti depuis un fuselage commercial. Ces appareils ne sont pas des jets privés au sens où on l'entend habituellement. Ce sont des avions de ligne dont l'intérieur entier a été repensé pour quelques dizaines de passagers, voire quelques personnes, avec un niveau d'aménagement qui n'a plus rien à voir avec ce qu'un configurateur d'aviation d'affaires propose normalement. L'ACJ 220 affiche une autonomie de 7500 km. 6 zones de cabines distinctes dans les aménagements les plus courants. Salon, salle à manger formelle. Bureau privé, suite principale avec grand lit, dressing, salle de bain complète avec douche et baignoire dans certaines configurations. Espace pour l'équipage et les assistants. Prix entièrement aménagé. Aux alentours de 80 à 100 millions de dollars selon les finitions. Ce qui sépare ce niveau du précédent, ce n'est pas seulement la taille ou la distance. C'est la durée dans laquelle quelqu'un peut vivre à bord sans ressentir la moindre restriction. Sur un G700, un vol de 16 heures est confortable. Sur un BBG ou un ACJ, le même vol est comparable à séjourner dans un appartement de standing. Vous ne comptez pas les heures. Vous n'attendez pas l'atterrissage. Vous êtes chez vous, en mouvement. Qui achète à ce niveau? Vous ne trouverez pas leur nom dans la liste Forbes, non pas parce qu'ils ne sont pas assez riches, mais précisément parce qu'ils le sont assez pour que leur nom n'y figure pas. Des familles royales, des dynasties industrielles dont la fortune est multigénérationnelle et dont la page Wikipédia a été soigneusement rendue inexistante. Des États du Golfe dont les membres de la famille régnante voyagent avec des équipes de sécurité, des conseillers, des membres du personnel diplomatique qui constituent à eux seuls une délégation. Un individu au noob à bord d'un G700 pendant 12 heures est dans le confort. Le même individu à bord d'un BBG pendant 12 heures est à la maison. Cette distinction ne signifie rien pour 99,999% de la population mondiale. Pour les quelques centaines de personnes pour qui elle est pertinente, aucun Gulfstream ne sera jamais suffisant. Et ils ne comprendront jamais vraiment pourquoi quelqu'un accepterait de vivre dans un tube avec une seule zone de cabine pour un vol intercontinental. Niveau 7. Les gouvernements volants, ce dernier niveau n'est plus de l'aviation privée, c'est de la politique étrangère avec des réacteurs. Air Force One est techniquement 2 appareils, 2 Boeing VC-25A dérivés du 747-200, dont le remplacement par des VC-25B basés sur le 747-8 est en cours de développement. Coût estimé du programme de remplacement, 5,3 milliards de dollars. Ce n'est pas une coquille vide dorée, c'est une infrastructure de commandement mobile, suite médicale complète capable de réaliser des interventions chirurgicales en vol, centre de communication sécurisé avec capacité de liaison directe avec n'importe quel commandement militaire américain sur Terre, capacité de ravitaillement en vol rendant l'autonomie théoriquement illimitée.